Partie 1. Deux âmes brisées. Il était une fois Élise et Thomas Derval, deux chercheurs passionnés par la vie, par la science et par l'idée naïve que leur savoir pouvait rendre le monde meilleur. Ils travaillaient dans l'ombre, loin des projecteurs, au sein d'une petite clinique de recherche privée spécialisée dans les maladies rares. Tout changea le jour où leur fils, Hugo, âgé de 5 ans, fut victime d'une erreur médicale. Un mauvais protocole. Une négligence que personne ne voulut reconnaître. Face à leur douleur, ils découvrirent la brutalité froide d'un système, menaces juridiques, intimidations, procédures enterrées. Ce n'était pas seulement leur cœur qui fut brisé, c'était leur foi dans l'humanité tout entière. En une nuit, deux êtres bienveillants se transformèrent en cendres vivantes. Ils ne réclamaient plus justice. Ils rêvaient de punition. Partie 2. La naissance d'une idée monstrueuse. Au fond de leur gouffre, une idée naquit. D'abord une intuition floue, presque impensable, puis une conviction dure, froide, logique. Si ce monde ne veut pas changer, alors il doit disparaître. Élise, la scientifique méthodique, et Thomas, l'idéaliste consumé, cessèrent d'être deux victimes. Ils devinrent les architectes d'un futur mortel. Ils commencèrent à imaginer non pas comment frapper un hôpital ou une institution, mais comment frapper tout le monde, partout, sans armes, sans guerre. Pas par vengeance personnelle, disait-il, par nécessité, par devoir. Ils s'enfermèrent dans leur ancien lieu de travail, un hôpital abandonné en périphérie, et commencèrent à écrire les premières lignes de l'Apocalypse. Partie 3. L'arme invisible. Ils savaient que la violence visible serait stoppée par les autorités. Non, leur arme serait invisible, silencieuse, mortelle. Ils utilisèrent leurs connaissances avancées en virologie pour bricoler l'impensable. À force de manipulation, d'échecs et d'expérimentation clandestine, ils créèrent un nouveau virus, Thanatos 1.0. Un virus au camouflage parfait. Aussi contagieux qu'un rhume banal, aussi létal que le virus Marburg dans ses formes les plus graves, incubant 30 jours sans symptômes. Un virus qui rirait au nez des protocoles de quarantaine, qui traverserait les frontières avant que le premier mort ne tombe. Il n'avait besoin ni de missiles, ni de drones. Juste d'un souffle, d'une poignée de main, d'un éternuement dans un hall d'aéroport bondé. Il détenait le pouvoir des anciens dieux, celui de la peste et de l'oubli. Partie 4. Le déchaînement. Leur plan se mit en marche lors du Congrès médical mondial de Genève. Des médecins, des chercheurs, des étudiants du monde entier, tous rassemblés dans un espace fermé. Élise et Thomas, invisibles parmi les milliers de participants, déposèrent leur œuvre. Quelques aérosols discrets libérés dans les systèmes de ventilation, un éternuement calculé dans une salle de conférence, puis ils repartirent tranquillement. Pendant 30 jours, rien ne se passa, puis, lentement, la fièvre monta, d'abord des toux isolés, puis des hôpitaux débordés, puis des villes confinées, puis des continents entiers en état d'urgence. En 3 mois, la planète sombra dans le chaos. En 2 ans, 90% de l'humanité s'était éteinte. L'économie mondiale, les communications, les gouvernements, tout fut balayé comme un château de cartes. Partie 5. Le prix de la vengeance. Mais la mort ne choisit pas ses maîtres. Élise, contaminée sans le savoir dès les premiers jours, tomba malade. Thomas, seul, tenta de la sauver, utilisant ses propres recherches. Rien n'y fit. Elle mourut dans ses bras, murmure faible contre sa poitrine. C'est mieux ainsi. Thomas, brisé, erra des mois durant dans des villes silencieuses, noyé dans sa propre apocalypse. La rage avait fait place au vide, la victoire à une solitude absolue. Avant de mourir lui aussi, il laissa un dernier message, peint à la main sur un mur délabré. Vous vouliez ignorer la souffrance, maintenant vous êtes seul avec elle. Partie 6. Après l'extinction. Le virus s'éteignit naturellement, faute d'hôtes à infecter. La Terre resta.
Les rivières nettoyèrent les cadavres. Les forêts envahirent les villes. Les survivants, rares, éparpillés, tentèrent de s'organiser. Mais rien ne fut jamais reconstruit. Les mémoires collectives furent perdues dans la grande nuit virale. Les machines tombèrent en panne, irrécupérables. L'humanité n'était pas morte, mais elle n'était plus une civilisation. Un enfant, né après la chute, demanda un jour « Papa, pourquoi il n'y a plus d'avions ?» Et son père, ancien professeur devenu berger, répondit simplement « Parce qu'un jour, deux cœurs brisés ont décidé que nous ne méritions plus de voler. » Partie 7, partie spéciale, message de prévention. Méfiez-vous des loups solitaires. Ce n'est pas une armée qui a changé le monde, ce ne sont pas des gouvernements, ni des empires. C'est une douleur privée. C'est un désespoir personnel, porté par deux personnes autrefois aimantes. Quand la souffrance devient plus forte que l'espoir, même les plus doux peuvent devenir les plus grands dangers. Un loup solitaire ne porte pas d'uniforme. Il ne parle pas à la télévision. Il sourit encore parfois dans la foule. C'est pourquoi la prévention, la compassion et l'écoute ne sont pas des actes secondaires. Elles sont notre meilleure défense contre l'effondrement.